à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Médien TV dans 60 minutes pour comprendre, vous le savez. Pendant 60 minutes, nous allons essayer de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Médien TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir, Mohamed Merzougui, vous êtes procureur général du roi près de la cour d'appel de Kenitra. Bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Abdullah Ounir, vous êtes membre de la commission régionale des droits de l'homme de Tanger-Tétouan. Vous êtes également professeur de droit à la fac de Tanger. Merci d'être avec nous. Et enfin, Moustapha El Farahi, directeur de l'action sociale et culturelle au profit des détenus à la délégation générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Merci messieurs d'être avec nous ce soir. 190%, c'est le taux d'occupation des prisons au Maroc. En effet, selon une étude publiée le 4 février par l'Institut de recherche internationale pour les études sur les prisons marocaines abritent environ 76 000 détenus, alors que seulement 40 000 places sont disponibles. Le Royaume présente également l'un des ratios prisonniers par habitant les plus élevés du monde, autour de 230 pour 1000. L'occasion pour nous de revenir ce soir sur ces chiffres alarmants et sur l'efficacité de la politique carcérale du pays. De quelles instances relève la gestion des prisons marocaines et comment s'organise cette gestion? Quel est le profil des détenus et quelle est l'efficacité des politiques de réinsertion des détenus? Et surtout, que pouvons-nous attendre du projet de loi 73-15, prison marocaine? Une situation alarmante, c'est le titre de l'émission de ce soir. Le Centre international d'études pénitentiaires crédite le Maroc de l'un des ratios les plus élevés au monde. Le Maroc occupe la 19e place sur une liste de 223 pays et territoires, 76 000 prisonniers pour environ 34,28 millions d'habitants, un taux de 222 prisonniers pour 100 000 habitants. Parmi ces dizaines de milliers de prisonniers, 42,5% sont en détention provisoire, 2,3% sont des femmes, 2% sont des enfants et mineurs et 1,3% sont des étrangers. Toujours selon la même étude, les 77 prisons du Royaume ont atteigne une capacité d'accueil de 40 000 places, soit un taux d'occupation de 190%. En tête du classement du Centre international d'études pénitentiaires relevant de l'université britannique, les États-Unis avec 2 217 000 prisonniers, puis la Chine et la Russie. Pour l'Observatoire marocain des prisons, ces constats ne sont pas surprenants. L'OMP a plusieurs fois attiré l'attention des autorités sur la surpopulation des établissements pénitentiaires. Dans son rapport annuel de 2014, l'Observatoire a notamment dénoncé la surpopulation carcérale causée notamment par des peines d'emprisonnement et des détentions préventives de longue durée. Selon les chiffres publiés par l'administration pénitentiaire en 2004, le Maroc enregistre en moyenne 80 000 entrées par année. Toujours selon la même source, le nombre de personnes incarcérées pour des délits financiers est de 7 521. Quant aux détenus pour des délits prévus par des lois spéciales, ils sont 7 133. Pour ce qui est des auteurs de crimes ayant un caractère violent, leur nombre est de 5 639. 1721, c'est le nombre des auteurs de violations du Code de la famille et d'atteinte aux mœurs. Bien messieurs, nous allons essayer donc de mieux comprendre l'univers des prisons marocaines. C'est vrai que c'est un sujet qu'on ne traite pas très souvent et ça va nous permettre de mieux comprendre, que ce soit en termes de statistiques, en termes de chiffres, en termes de fonctionnement de l'administration pénitentiaire. Quel est l'état aujourd'hui, aussi bien physique de nos prisons que de la justice également, car c'est intimement lié par rapport au nombre de détenus, quel type de détenus et surtout de quel type de peine ils sont en train de purger. Alors, commençons par le commencement, l'administration pénitentiaire. C'est vrai que on connaît ce terme, on peut dire pour le commun des mortels, l'administration pénitentiaire, c'est l'administration qui gère les prisons, mais elle a des prérogatives plus élargies. Quelles sont les prérogatives de l'administration pénitentiaire? Alors d'abord, avant de répondre à la question, j'aimerais bien partager avec vous quelques statistiques concernant le nombre de prisons, le profil des détenus, le nombre, etc. Nous comptons actuellement dans les prisons, en nombre de prisons, 79 prisons au Maroc, réparties sur 10 régions, et qui comptent à peu près 75 555 détenus, dont 41% ils sont dans en détention préventive, et 59% ils sont condamnés définitivement. Les femmes détenues représentent à peu près 36% de la population pénale, et c'est l'un des taux les plus bas
si on veut le comparer avec, notamment avec les pays de voisinage. Et vous parlez bien du taux de femmes. Le taux de femmes, oui. de 36, c'est un taux qui est moins élevé. Et concernant la superficie moyenne consacrée pour chaque détenu, il a connu une amélioration depuis janvier 2015 à l'ordre de 15%. Et ceci grâce bien sûr à l'effort qu'a fourni l'administration pénitentiaire en termes de construction de prisons et de l'élargissement de capacité d'hébergement. Les prisons qui ont été ouvertes durant les 2 dernières années, 2014-2015, à peu près 11 prisons avec une capacité de 9000 places. Et dans les mois qui viennent, d'autres prisons verront le jour, 3 autres prisons seront ouvertes. Les travaux ont commencé déjà dans à peu près 5 prisons. Et en 2016, on a programmé la construction de 8 prisons, le total avec une capacité qui s'élève à 30 000 places, en comptant bien sûr les prisons qui ont été construites en 2014-2015. Donc c'est à peu près, c'est un aperçu général sur le nombre de la population carcérale. Pour ce qui concerne le personnel, on compte à peu près 10 182 fonctionnaires dans l'administration pénitentiaire, dont à peu près 85% travaillent dans les prisons. 80% de ces fonctionnaires qui travaillent dans les prisons travaillent dans le cadre de la sécurité, la surveillance, et le reste travaille dans le cadre de la réinsertion. Ce qui fait un taux d'encadrement dans les prisons à peu près de voisinant 8 détenus pour chaque fonctionnaire. Et c'est un taux qui est un peu faible en comparaison, bien sûr, avec les pays qui sont avancés dans la moyenne, c'est quoi? Là, vous nous dites 8 détenus pour un fonctionnaire. La moyenne, elle est autour de combien? Autour de 3 détenus pour chaque fonctionnaire. Donc, il reste... sachant que dans les dernières années, l'État et l'administration pénitentiaire ont recruté un nombre important de personnel, presque 3 fois plus les 3 et 4 dernières années en comparaison avec les années précédentes. Alors, on va juste s'arrêter, merci pour ce panorama, ça nous permet de mieux comprendre l'état des prisons aujourd'hui, surtout en termes de population, avec ces ratios qui nous permettent de mieux comprendre. Au niveau de la... Est-ce qu'on peut dire... Alors là, j'ai donné un chiffre au début qui est de 190% en termes d'occupation. Vous nous avez dit qu'il y a des prisons qui sont en cours de construction pour améliorer justement ce ratio. Nos prisons sont surpeuplées aujourd'hui? Bien sûr, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et c'est quelque chose d'inacceptable et d'alarmant. C'est vrai que la prison est un mal nécessaire. Toutes les grandes démocraties connaissent la prison parce que c'est la seule alternative à toutes les peines qui sont inhumaines et dégradantes. C'est une évidence. Et maintenant, on peut parfaitement gérer la prison. Et la gérer pas seulement... Il y a d'autres peines alternatives, mais on en discutera. Bien sûr, c'est ça. Pour moi, c'est ça la gestion. Quand je dis la gestion de la prison, c'est-à-dire partir de l'amont, c'est-à-dire avant même la commission de l'infraction, pendant la commission, le jugement, et pendant l'application et l'exécution de la sanction. Quand on parle de la prison, on s'adresse et on pense toujours uniquement à l'administration pénitentiaire. On doit penser en amont pour voir pourquoi les prisons sont pleines. L'administration pénitentiaire, je ne suis pas là pour la défendre, mais c'est un constat, reçoit ce que la justice lui envoie. Donc il y a un véritable problème au niveau de la justice marocaine quand on constate qu'effectivement, il y a presque la moitié de la population carcérale n'est pas encore jugée. C'est alarmant. Et puis, au milieu de la population carcérale qui a été définitivement condamnée, il faut peut-être faire le tri pour voir s'il y a des gens qui méritent véritablement d'aller en prison. Ici, toutes les personnes qui doivent bénéficier d'un autre système que la prise en charge pénitentiaire en bénéficient. Donc il y a un véritable problème. Il y a plusieurs facteurs. Et je crois que le rapport du Conseil national des droits de l'homme, dans lequel effectivement, dont le titre est très significatif, c'est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité de la justice, de l'administration pénitentiaire, de la société et aussi de façon globale effectivement de l'État. Donc il faut penser, il faut qu'il y ait une pensée, une réflexion globale sur la question de la prison. Alors on va y arriver, on reviendra sur les chiffres, on reviendra sur la justice, mais juste une question un peu plus philosophique peut-être. Est-ce que la prison, il y a des mentalités à travers les sociétés où on met la prison comme sanction ultime. Oui. Est-ce qu'on est dans cette logique au Maroc de la prison étant cette sanction ultime suite à un délit? Alors les délits qui soient, alors après en fonction du type de délit qu'on peut avoir. Oui, qu'il me soit permis d'abord de remercier la chaîne Média TV pour l'invitation. Je la remercie également pour le thème choisi, qui est la situation des établissements pénitentiaires au Maroc. C'est un problème qui est d'actualité. Concernant votre question,
Alors j'appuie ce que viennent de dire mes collègues. La situation des prisons au Maroc est alarmante, donc tout le monde est d'accord. Ce qui est important d'abord, c'est de penser et de voir un peu quelles sont les raisons et les facteurs qui ont engendré donc cette situation. Comme l'a dit mon collègue professeur, la responsabilité est partagée entre tout le monde. Moi, j'inclus aussi la responsabilité de la société civile. C'est une responsabilité aussi à partager avec les administrations évoquées par mon collègue. Concernant votre question, je pose la question à vous, parce que vous êtes procureur, donc ouais. je me dis, voilà, la prison, comment vous je veux dire, est-ce que c'est, lorsque vous instruisez des affaires, vous recevez des plaintes, est-ce que pour vous, la prison, vous la mettez vraiment en dernier recours, ou c'est quasiment automatique? Pour le ministère public, comme vous le dites, c'est un recours de dernière minute. Le but essentiel pour la détention préventive, c'est un souci quotidien, c'est l'une des préoccupations quotidiennes du ministère public. C'est l'un des moyens auxquels il faut penser, mais c'est le dernier de recours. Parce qu'on parle d'abord de la présomption d'innocence, on parle aussi de la liberté des gens, on parle d'un certain nombre de mécanismes et d'autres conventions internationales qui sont adoptées par la législation marocaine. Donc la question pour moi qui se pose, c'est comment améliorer cette situation et ne pas entreprendre des recherches pour savoir exactement où les agents qui sont responsables de cette situation. Il y a un problème. Il faut qu'on fasse nos efforts pour le résoudre. Alors, il y a un chiffre qui est marquant et que vous avez mentionné, c'est 41% des détenus qui sont en détention préventive. Ça, ce chiffre-là, il est extrêmement parlant. Est-ce que ce ne sont pas, vous me parlez de présomption d'innocence, est-ce que ce chiffre-là pourrait pas être baissé considérablement à partir du moment où il y aurait d'autres mécanismes en amont avant de mettre les gens en prison, avant qu'ils soient jugés définitivement? Bon, justement, il y a des moyens qui sont prévus d'abord par le code de procédure pénale actuel et d'autres mesures qui sont plus renforcées dans l'avant-projet du code de procédure, du procédure pénale, qui va incessamment emprunter le processus législatif. Pour ce qui se passe actuellement d'abord au niveau du ministère public, le fait de penser donc à la prison, c'est le dernier recours. Là, donc, il y a si vous voulez, parfois c'est une nécessité imposée par la criminalité que peut qualifier de galopante, de tentaculaire. Il y a des infractions qui se commettent au jour le jour, la nuit aussi. Donc une émergence aussi d'autres criminalités, en l'occurrence le terrorisme, des problèmes d'inceste, des problèmes d'inceste qu'on voit presque tous les jours. Donc le taux qu'on vient de voir comme surpopulation, qui incite donc à la surpopulation des prisons, c'est parfois imposé, exigé par la criminalité elle-même. Parce que si je vous dis que... Parce que là, j'ai des chiffres, et ça me pourra vous poser la question à l'administration pénitentiaire. Dans les catégories de détenus, les délits financiers, c'est 7500, un peu plus de 7520 personnes. Les détenus pour les délits prévus par des lois spéciales, vous nous expliquerez ce que c'est un peu plus de 7000. Les crimes à caractère violent, 5000, un peu plus de 5500, et les auteurs de violations du code de la famille d'un tâton mœurs, 1721. Donc là, on voit à peu près les profils suivant les types de crimes. Au niveau de l'administration pénitentiaire, est-ce que ces gens-là se côtoient? C'est-à-dire que là c'est une vraie question. Lorsqu'on voit une surpopulation carcérale, est-ce qu'il est légitime d'avoir des gens qui sont coupables de délits financiers? Je ne veux pas dire ils sont coupables de délits financiers, mais quelqu'un qui a un chèque impayé, escroqué sa banque, à côté d'un criminel qui a peut-être poignardé quelqu'un, est-ce que c'est légitime? Et de quelle manière c'est organisé au niveau des prisons? Au niveau des prisons, bien sûr, il y a une classification qui est instaurée par le législateur dans la loi 23/98 et qui stipule qu'il faut d'abord préserver et garantir un strict minimum au niveau de la séparation entre les détenus condamnés et prévenus, et aussi en tenant compte, bien sûr, les profils sociaux et pénals des détenus pour pouvoir un peu assurer une certaine cohérence entre les profils
au sein du même quartier ou d'une même cellule. Mais dernièrement, l'administration pénitentiaire a développé un système de classification qui est un peu basé sur un système qui va d'un niveau à l'autre, 3 niveaux à peu près, et qui prend en considération, bien sûr, le profil des détenus, la personnalité, le comportement, les crimes, les délits, etc. Et c'est un système qui est en cours d'expérience dans pas mal de prisons. Et on est en train de réajuster ce système au fur et à mesure, à travers, et bien sûr, et vis-à-vis des réactions des détenus et du personnel. Mais comment on arrive à le faire, ça je vous pose la question, même au niveau dans une prison, lorsqu'on a peu de place, lorsqu'on a peu de moyens, peu de superficie, pour respecter cette classification. Même si en amont elle est pensée, comment on peut faire pour l'appliquer? Vu la surpopulation que nous avons, il est quasiment impossible de respecter la classification en fonction des standards internationaux. C'est quasiment impossible. Et d'ailleurs, le rapport du Conseil national des droits de l'homme le souligne. On mélange en quelque sorte dans la prison parfois on met des mineurs, parfois des personnes malades mentales qui ne peuvent pas être prises en charge par la psychiatrie, les usagers de drogue, etc. Donc il est extrêmement difficile, les chiffres parlent d'eux-mêmes, effectivement encore une fois, de pouvoir procéder à une quelconque rationalité au sein de la gestion quotidienne de la prison lorsque vous avez une population qui explose, où les gens ne trouvent pas de place pour dormir. Donc on ne peut pas penser à une autre politique. Maintenant, si vous me permettez, je reviendrai à la question que vous avez posée à monsieur le procureur. Il faut partir du constat que le magistrat fait partie de l'environnement social et n'est pas isolé de la société. Oui. Donc évidemment, il reçoit la pression de l'opinion publique et dans l'imaginaire collectif marocain, punir, c'est envoyer les gens en prison. Donc les gens ordinaires ne font pas la part des choses pour dire il y a des personnes qui méritent d'aller en prison, des personnes qui peuvent être mises sous contrôle judiciaire, des personnes qui peuvent bénéficier du sursis. Et évidemment, le magistrat subit une grande pression. La question est... Enfin, sauf pour certains délits financiers, on reviendra dessus. Parce qu'il y a parfois des gens qui préfèrent aller en prison parce qu'ils peuvent plus payer, puis après ils sortent, ils ont... Non, mais ça, c'est la stratégie des auteurs d'infraction. Ça, c'est la stratégie des auteurs d'infraction. Ça, c'est une autre chose. Mais le fait est, effectivement, qu'il faut que nos juges, nos magistrats, qui aujourd'hui et c'est quelque chose d'extraordinaire qui parle aujourd'hui à la télévision et à la radio, c'est une révolution. Ah mais ça, il faut le souligner encore une fois. C'est essentiel. Donc il faut que ces magistrats puissent arriver à se détacher de cette pression sociale et faire la part des choses et se dire qu'ils sont là pour appliquer les règles de loi, et des règles juridiques et des règles qui sont protectrices et rationnelles, parce que les magistrats, c'est le travail des magistrats, je le répète, qui doit pouvoir faciliter le travail de l'administration pénitentiaire. Ça, c'est essentiel. Si on ne sensibilise pas les magistrats à la nécessité de ne mettre en prison que véritablement les gens qui constituent un danger grave pour la société, eh bien on s'en sortira pas, et on fera toujours effectivement. Pour mieux répondre donc à cette question. D'abord, il y a un petit problème qu'on n'a pas soulevé jusqu'à présent, c'est la mentalité des citoyens. Alors, pour la mentalité des citoyens, quand il a un problème, quand il est victime d'une infraction, alors pour lui, l'essentiel, c'est il demande donc de la justice de mettre en détention le délinquant. Pour lui, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a que la prison. Donc il faut envisager quand même une campagne de sensibilisation, de conscientisation, pour permettre à ces gens, à la société civile en général, de mieux comprendre encore le problème. C'est là où il y a le problème. Parfois, vous le constatez vous-même à travers la presse, à travers un certain nombre de médias. Il y a des gens qui plaident comme quoi il n'y a plus de justice, il y a plus de laxisme. Donc pourquoi? Tout simplement parce que la personne n'a pas été incarcérée. Donc c'est dans ce sens qu'il faut envisager, entreprendre des efforts pour extirper le mal dès son origine. C'est-à-dire que si vous êtes sensible à ça? Non, mais c'est une vraie question. Oui. Vous êtes sensible à la pression pour des médias, mais aussi des parties prenantes, des victimes. Lorsque vous êtes obligé de vous dire, attendez, je suis obligé de l'envoyer en prison pour calmer les gens. On va revenir sur les accidents de la circulation. Il y a aussi cette mentalité-là. Mais mes propos ne vont pas dans ce sens. C'est la pression de la société. Alors l'essentiel pour le ministère public, alors c'est la sauvegarde des biens et des personnes.
On ne peut pas quand même permettre une anarchie. On ne peut pas permettre quand même à des gens de faire ce qu'ils veulent, tout simplement parce que la prison quand même est surpeuplée. Donc il y a beaucoup de facteurs. J'ai des statistiques qui permettent justement, qui militent dans ce sens. Par exemple, en 2015, alors c'est tout simplement pour montrer un peu l'effort que font les magistrats du ministère public. En 2015, le total des personnes qui ont été présentées à la justice de l'ordre de 550 000 personnes. Alors pour les personnes qui ont fait l'objet d'une détention préventive durant cette période, c'est 109 808. Alors le taux, 109 000. Oui. Alors le taux, c'est 20%. Donc à travers les chiffres que je viens d'évoquer ici, en confrontation avec le taux de 20%, alors on constate qu'il y avait vraiment un effort fourni et fait par le ministère public. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la détention au niveau du ministère public, à travers tous les ministères publics du Royaume, c'est un grand souci, c'est une grande préoccupation. Mais parfois, on est obligé d'aller dans ce sens. Parfois, on est devant une équation. Dans les deux extrémités, c'est la société et puis les prisons. Donc, il faut choisir. En fin de compte, on choisit la protection des citoyens. C'est tout simplement parce que l'essentiel pour un ministère public, c'est la sauvegarde des droits des gens, c'est la sauvegarde de leurs biens, ça permet aussi d'assurer leur quiétude. Donc c'est ça juste au niveau de l'administration pénitentiaire. Oui, allez-y, je vous en prie. Pour enchaîner sur ces statistiques, en 2015, les six premiers mois de 2015, il y avait eu 50 253 personnes incarcérées dans le cadre de la détention préventive. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que... Sur ces 50 000, lesquels ont été jugés définitivement à la prison? Combien? Parmi ces 50 000, il y a un chiffre qui est un peu... 39% ont été libérés après, dont 5% ont été innocentés, à peu près 2508 détenus. Et c'est ça, je pense, qui est le vrai problème. Voilà. Et en même temps, on a 17,4% de détenus en attente de jugement dans les 6 premiers mois de 2015. Bon. C'est un chiffre qui suscite bien sûr une réflexion sur, je pense, les moyens et les contraintes que les magistrats... Alors, on va poser la question à la justice, mais au niveau de la prison, rentrons dans la prison, les gens qui sont en préventive, est-ce qu'ils sont, encore une fois, mis à la même enseigne que des gens qui sont condamnés de manière ferme à la prison? Est-ce que là, il n'y a pas un danger, justement, déjà psychologique, on parle de terrorisme, on parle de radicalisation, mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi l'influence d'autres délinquants. Est-ce que là, il y a quelque chose qui est fait, ou alors on prend ces gens-là, ils sont en préventive, et ben c'est bien fait pour eux, ils sont là au même titre que tous les autres? Sur ce point, je voudrais dire que les détenus en détention préventive, ils sont dans le cas possible, dans la possibilité bien sûr qui se pose dans l'administration pénitentiaire, ils sont isolés des détenus qui sont condamnés, dans la mesure du possible bien sûr. Mais ce qui est frappant, c'est que ces détenus, en général, ils ne sont pas tous intéressés par les programmes de réhabilitation, de réinsertion, vu qu'ils sont toujours préoccupés par le sort de leur affaire, et aussi ils sont préoccupés par les conditions de surpeuplement qui sont dans la prison. Donc c'est un constat qui est là, qui suscite bien sûr une certaine réflexion sur les dispositions prévues par la loi 23/98. Actuellement, l'administration est en train de revoir le texte pour pouvoir un peu proposer, il y a une commission qui a été désignée dans ce sens dans l'administration, pour pouvoir un peu proposer des dispositions qui prennent en considération la présomption d'innocence pour ces gens-là et pour favoriser un peu un traitement qui favorise de plus en plus le contact avec l'extérieur, avec les familles, de préserver ce contact le maximum possible et de leur permettre bien sûr de bénéficier d'un hébergement qui les met en sécurité bien sûr, de confrontation avec d'autres détenus qui sont dangereux. Alors, non, mais vous avez soulevé une question extrêmement importante. Évidemment, la prison, c'est l'école du crime. On apprend tout en prison. Et quand comment dire, on mélange les personnes dangereuses avec les personnes qui ont été mises en prison pour la première fois, ce qu'on appelle les primitifs, évidemment. Les primaires, pardon. C'est extrêmement
dévastateur. Donc par conséquent, il faut s'attendre à des complications lorsque ces personnes, durant un séjour en prison, sont mélangées avec les autres, évidemment, soit des gens qui tombent de façon beaucoup plus importante dans la criminalité, ou comme vous l'avez dit, embrassent des thèses évidemment extrémistes et terroristes. C'est clair, c'est évident. Maintenant, la question de la détention préventive est un véritable problème aussi parce que, effectivement, moi je pense que les juges ont un rôle très important à jouer relativement à ce discernement qu'il faut avoir à l'égard d'une affaire. Le juge, c'est vrai, fait partie de la société, mais le juge a les outils et l'intelligence nécessaire pour pouvoir dire il y a des personnes qui méritent d'être détenues en attendant. Et puis, le juge, effectivement, et je pense au ministère public qui travaille avec la police judiciaire. La police judiciaire doit faire, évidemment, le nécessaire pour que seuls les gens contre qui il y a des éléments déterminants au niveau de la preuve qui éventuellement peuvent être détenus. Et il faut, bien entendu, développer d'autres modes qui permettent de contrôler les gens en liberté en attendant qu'ils soient jugés. C'est vrai que la détention provisoire coûte cher, est pernicieuse pour la prison et pose problème au niveau même de l'administration pénitentiaire. C'est un véritable problème. Et c'est un véritable cauchemar, je dirais même. Et il faut s'y attaquer. Quand on revient sur les chiffres, si on arrivait à gérer cette détention préventive, on pourrait économiser quasiment le quart, si je fais un petit calcul, le quart des détenus. On est bien d'accord et encore en prenant les détenus en préventive et qui ont été condamnés de manière ferme. Mais la suite, et surtout la suite, qu'est-ce qui va se passer? Oui, alors on y arrivera. Mais alors justement, restons sur après on passera sur les condamnés qui sont condamnés fermement. Encore une fois sur la préventive, je rebondis sur ce que vous disiez. Est-ce qu'on n'a pas les moyens? On a une police qui est quand même efficace. On le voit en ce moment, nos services de sécurité sont efficaces, bon, que ça soit dans le cadre du terrorisme, mais aussi par ailleurs. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Nous avions reçu la DGSN sur ce plateau, vous l'avez dit, les temps changent. Nous avons le procureur général, la police vient sur le plateau, c'est quand même exceptionnel. Mais la préventive, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Est-ce qu'on a quand même le moyen? On sait, on a des services de renseignement efficaces, on a je vais prendre pas les mqaddam, mais est-ce qu'on a des systèmes de surveillance où on peut dire, voilà, cette personne-là, est-ce qu'on n'a pas les assignations à résidence qui sont efficaces? Bon, je vais pas parler des bracelets électroniques, ça coûte cher, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens auxquels vous, la justice, que vous recommandez, que vous voulez pour pouvoir avoir des peines alternatives à la préventive, hein, je parle bien juste de la préventive. Justement, pour cette question de détention préventive, vous avez évoqué le problème du bracelet électronique. Oui. Alors, dans l'avant-projet de code de procédure pénale, il y a justement ce système dans le cadre de la réforme de la justice répressive au Maroc. L'avant-projet prévoit un certain nombre de mécanismes. J'y reviendrai pour ne pas mélanger encore les choses. Je reviens justement à cette détention préventive, et je le précise encore une fois, que le ministère public ne peut pas décerner à tort et à travers une détention publique sans prendre toutes les précautions nécessaires. Et dans ce sens, justement, il y a des mesures alternatives. Il y a d'abord le code de procédure actuel permet la transaction, qui fait que entre la victime et le délinquant, ils peuvent quand même entrer dans une transaction, et ça permet aussi au procureur du roi de classer définitivement la loi. C'est-à-dire, on le fait à l'américaine. L'affaire, oui. Oui, ça sera, même dans des affaires où le pénal ou le... Justement, pour les infractions ne dépassant 2 ans d'emprisonnement. D'accord. Donc alors 2 ans d'emprisonnement, je ne peux pas vous dire que c'est mené, mais c'est aussi une condamnation à 2 ans d'emprisonnement. C'est pas chose facile. Il y a d'autres mécanismes aussi. Après la détention, on peut utiliser par exemple la libération conditionnelle. C'est une mesure prévue par le code actuel, et c'est une mesure donc que peut prendre le ministre de la Justice et des Libertés. On en reçoit tous les jours. C'est une institution qui permet donc de libérer provisoirement le bonhomme en attendant que son amendement, en attendant qu'il soit quand même rentable dans la société. Alors justement, vous parlez du bracelet électronique, j'ai dit ça coûte cher, mais finalement, il faut peut-être faire la comparaison avec ce que coûte un détenu, à la société, à l'État, dans une prison. On fait une petite pause, on revient là-dessus juste après. Oui.
Prison marocaine, une situation alarmante. Deuxième partie de 60 minutes pour comprendre ce soir. Alors nous étions restés sur la préventive. On va passer bien sûr après à ce qui se passe dans les prisons et au niveau de la justice pour les condamner fermement. Mais je vous ai lancé tout à l'heure sur les bracelets électroniques. Je vous disais ça coûte cher. Et après on verra justement est-ce que ça coûte aussi cher finalement quand on y réfléchit que un détenu en détention provisoire. Franchement, je n'ai aucune idée sur le prix, mais j'ai une idée sur son usage. Ça permet quand même de libérer une personne tout en sachant qu'il est juste à côté, là où il peut aller. Donc, mais ça permet donc on peut pas décerner une détention. Parce que là, quand je vois 7521 personnes incarcérées pour des délits financiers, bon, sont pas des gens qui sont des meurtriers, ils vont être souvent interdits de chéquier, interdits bancaires, etc., qui sont peut-être neutralisés. Ils vont pas aller braquer une banque, quoi. Enfin, peut-être certains d'entre eux, mais cela, ça pourrait être réglé par un bracelet électronique. Au niveau du coût, c'est-à-dire au niveau de l'administration pénitentiaire, est-ce que ces solutions-là coûtent plus cher que ce que coûte un détenu en détention préventive? On a ce ratio-là, on a ces calculs-là? Personnellement, je ne peux pas donner une comparaison en termes de coût entre le bracelet électronique et le coût de la détention, parce que ça dépend aussi de la durée de la détention. Forcément. Comme un taux moyen de détention préventive, on est vers les 5 mois pour chaque détenu par an. Oui. Et pour c'est long, hein? Et pour les condamnés, on est à 9 mois à peu près par an. Donc, pour faire la comparaison, il faut faire cette différence entre la durée de détention et le coût du bracelet électronique. Mais si vous me permettez, pour parler du coût, je peux parler du coût de la stratégie que l'administration nouvellement a adoptée et qui est axée sur plusieurs axes, notamment l'humanisation des conditions de détention, les programmes de réinsertion, l'élargissement de la capacité d'accueil des prisons. Il y a aussi la sécurité et la sûreté des personnes dans les prisons. En total, il y a à peu près, je dirais que sa stratégie contient à peu près 20 programmes, 14 objectifs généraux, 62 résultats attendus et 130 actions et à peu près 100 indicateurs pour évaluer et contribuer à l'évaluation spontanée et en continuation de cette stratégie. Ça fait un coût estimatif en 3700 millions de dirhams durant les 3 années qui viennent, 2016-2018. 3 milliards de plus, oui, près de 4 milliards de dirhams pour les prochaines années. Pour les prochaines années, 2016 jusqu'à 2018. Donc ça donne un peu une idée sur le coût de la gestion de la détention des détenus dans les prisons marocaines durant ces années qui viennent. Alors combien coûte un prisonnier? Est-ce qu'on a ce chiffre-là? Personnellement, je n'ai pas le chiffre, mais en concernant par exemple la nutrition, les repas des détenus, c'est à l'ordre de 20 dirhams par détenu, sachant qu'il a été confié par jour. Oui, par jour. Il a été délégué aux sociétés privées et ça peut bien sûr amener une certaine amélioration des repas en termes de calories, en termes de conformité avec les besoins spécifiques de chaque détenu. Et je pense que l'expérience est en réussite dans les prisons. Il est un peu généralisé dans toutes les prisons. Alors, au niveau, justement, alors on va passer aux gens qui sont en prison, qui ont été condamnés fermement. On a bien compris la problématique de la préventive. Aujourd'hui, il y a des recommandations. On a fait des constats. Quels sont finalement les constats les plus alarmants? On a bien parlé de surpopulation, mais au sein des prisons, quels sont les principaux problèmes qu'il faut régler en priorité? Il y en a beaucoup, on l'a bien compris, mais finalement, si on devait prioriser d'un point de vue de droits humains, d'un point de vue de conditions de vie, quels sont les plus gros problèmes? Le premier problème, c'est la promiscuité. Le fait d'avoir une population carcérale composée de différents profils exclut toute possibilité d'application de règles d'une politique rationnelle en termes d'administration pénitentiaire. Impossible. On ne peut mettre en place aucun programme, ni réinsertion, ni formation professionnelle, etc. Donc il y a la promiscuité, comme je le disais tout à l'heure, qui entraîne effectivement d'autres, ce qu'on appelle les délinquants primaires, à sombrer dans la véritable criminalité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça ne permet pas de prendre en charge ce qu'on appelle les populations fragiles au sein de la prison. Bon, il y a les femmes. Au Maroc, la seule séparation, à mon sens, qui est praticable et qui se pratique régulièrement, c'est les hommes et les femmes. Pour le reste, elle est extrêmement difficile. La séparation des mineurs aussi. Les mineurs, mais pas toujours, pas dans toutes les prisons. Peut-être que maintenant, ça s'est amélioré. Oui. Les malades mentaux et les personnes psychiatriquement ou partiellement déclarées irresponsables sont parfois mises en prison. La même chose pour les usagers de drogue.
c'est des personnes qui n'ont rien à faire en prison. Il est impossible de pouvoir, effectivement, les prendre en charge correctement, de la même manière pour les étrangers, de la même manière pour les handicapés. Toutes ces personnes, effectivement, souffrent en prison, doublement. C'est une double peine. Ils sont privés de leur liberté et puis subissent, effectivement, cette surpopulation carcérale. Donc, effectivement, le problème, c'est pas uniquement un problème de budget, mais aussi une question de pensée en termes de philosophie pénale. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, et là je vais véritablement dans les recommandations du Conseil national des droits de l'homme, il faut, même si on a beaucoup parlé du code de procédure pénale et de la détention préventive qui relève du code de procédure pénale, il faut penser à la réforme du code pénal. Il faut absolument que l'on puisse adopter d'une façon très claire la philosophie du code pénal. Qu'est-ce que nous voulons de notre code pénal? Ça n'est pas écrit. Le code de la procédure. Code de procédure pénale, la philosophie. Il faut que le préambule du code pénal nous explique qu'est-ce que nous voulons finalement de la peine. Et que monsieur le procureur ici présent, dans son application quotidienne de la loi, est présent à l'esprit que le droit pénal est là, d'abord, effectivement, pour des raisons, pour reconnaître la responsabilité morale et sanctionner, mais aussi pour réinsérer. Et une fois que toutes les pièces du puzzle est compris la philosophie du code pénal, on peut peut-être mettre en application une philosophie pénale. Ça, c'est le premier, l'essentiel de la recommandation du rapport du Conseil national des droits de l'homme. Deuxièmement, au niveau du code pénal, il faut prévoir, effectivement, à partir de cette philosophie, qui prévoit l'interdiction des peines inhumaines et dégradantes, emprisonner quelqu'un dans des conditions intolérables est une double peine. C'est une double peine et c'est un traitement inhumain et dégradant au sens des conventions internationales. Donc il faut absolument repenser, donc, comme je dis, la philosophie pénale et en même temps mettre des outils. Nous avons parlé du bracelet électronique. Généralement, le bracelet électronique est utilisé après la condamnation, pas en amont. Un jugement définitif. En Espagne, par exemple. Ça permet quand même, effectivement, dans certaines des infractions. Deuxièmement, il faut procéder absolument à une dépénalisation au sein de notre code pénal d'un certain nombre de comportements qui ne peuvent plus aujourd'hui relever du droit pénal. Vous avez parlé des délits financiers. Pour moi, signer un chèque sans provision ne doit pas mettre quelqu'un en prison. Il faut trouver d'autres moyens. On peut les trouver pour obliger quelqu'un à payer. Ça, c'est le premier point. On a parlé de la question des usagers de drogue. L'usager de drogue non délinquant, c'est-à-dire celui qui ne commet pas d'infraction pénale, n'a rien, à mon sens, à faire en prison. Il faut trouver d'autres possibilités. Les mineurs doivent être pris en charge, évidemment, différemment. Et puis, un certain nombre d'infractions que contient le code pénal et qui prévoit, effectivement, des sanctions pénales. Et qui, à mon sens, c'est quelque chose qui relève de la liberté individuelle. Monsieur le procureur. Là, justement, c'est pour cette raison que je dis tout à l'heure que la responsabilité de tout le monde est impliquée donc, dans ce genre de problème, la surpopulation des établissements pénitentiaires. Donc tout le monde est responsable. Surtout la société civile, toute l'administration, les médecins aussi, et donc tout le monde s'intéresse. Je voudrais revenir tout simplement sur deux questions évoquées par mon professeur. D'abord sur les malades mentaux. Quand est-ce qu'on connaît que cette personne est malade mentale? Bon, c'est après d'expertise. Les magistrats ne sont pas des médecins. Il y a des gens qui sont là devant eux, donc ils constatent quand même que cette personne, ça ne va pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est à leur avocat de plaider, de présenter justement... D'abord, il leur donne une expertise. Après, donc, la réalisation de l'expertise, donc les juges décident. Quand ils décident que cette personne est effectivement donc, malade mentale, donc immédiatement, ce malade mental est transféré donc à la prison, à l'hôpital psychiatrique généralement c'est Salé. C'est trouve une place. Hein. Pardon? C'est trouve une place. Ah oui, c'est trouve une place. Parce que là après il y a un autre problème. Alors, justement, voilà ce qui va donc dans ce que je dis. Donc c'est la responsabilité de tout le monde. Si vous voulez, donc il y a une note d'optimisme. Moi, je suis de nature optimiste. Oui, ça j'ai bien Alors, vu. pour les dernières années, quand même, il y a eu une certaine Pour un régression. procureur, ça fait plaisir. Une régression de détenus. Alors, si je prends donc 2013 avec 2014, c'est 43% de moins qu'avant. 2015 aussi, c'est 41%. Jusqu'à 2015 jusqu'à fin décembre, c'est 41%. Alors là, montre effectivement qu'il y a un effort fourni justement par le ministère public et les magistrats du siège.
Donc il faut pas se leurrer quand même et dire que adosser la responsabilité de tout ça donc à la justice. La justice n'est qu'une chaîne dans tout ça. Donc c'est une responsabilité partagée. Alors, si vous mettez la question après, oui. j'ai d'autres... Alors, on va y revenir, j'aimerais juste poser une question, parce que l'administration pénitentiaire, elle ne s'appelle pas que l'administration pénitentiaire, c'est l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Alors, la question est aussi, aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée du taux de récidive? C'est tous les indicateurs de l'efficacité de la prison et de la justice, c'est le taux de récidive. Est-ce que, quand les gens sortent de prison, après avoir purgé leur peine, est-ce qu'on a des taux de récidive qui sont grands, moyens, acceptables dans la moyenne de ce qui se passe à l'étranger? Un taux de récidive n'est pas encore réalisé, n'est pas encore défini, parce qu'il y a plusieurs variables qui interviennent dans ce sujet. Et pour la part de responsabilité de l'administration, je peux dire qu'il y a un chiffre concernant les personnes qui ont suivi des programmes de formation professionnelle et d'enseignement dans les prisons, et qui ont été pris en charge après leur libération par la Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus, et bien on enregistre un taux de récidive qui ne dépasse pas 3%. Et c'est significatif, ça montre que ces programmes... Pour les gens qui ont suivi les programmes de réinsertion. Exactement. J'ai dit tout à l'heure que la nouvelle stratégie de la délégation générale vise à pouvoir soulager un peu l'ampleur du surpeuplement dans les prisons et permettre aux détenus de bénéficier de ces programmes de réhabilitation et de formation dans les prisons et de cibler le maximum de détenus. Dans ce cadre, en termes de formation professionnelle, toujours en partenariat avec la Fondation et avec les intervenants concernés, notamment le FPPT, on compte à peu près, dans les programmes de formation, dans le programme d'enseignement et d'alphabétisation, 20 000 bénéficiaires par an, et qui a connu une nette amélioration, évolution en comparaison avec l'année 2008 par exemple. Donc ce sont des gens qui ont bénéficié de ces programmes, qui ont participé à ces programmes. Il y a aussi des programmes en termes d'activités sportives, culturelles et religieuses, et qui se font exécuter dans les prisons et programmés en collaboration avec les départements ministériels concernés. On compte par exemple, durant l'année 2015, la participation de détenus à plus de 30 000 activités dans ce sens. La délégation a lancé aussi, la dernière, 2015, un programme de compétition aussi au profit des détenus dans ces activités, et a connu la participation de plus de 17 000 détenus, et qui a connu un succès qui a été clôturé par une journée nationale au théâtre Mohamed V, qui a eu la présence aussi du public qui était ouverte, et que les détenus qui ont réussi dans ces programmes de compétition ont pu manifester leur savoir-faire, leur créativité devant les spectateurs, et c'était une réussite totale dans ce sens. Globalement, cette stratégie s'inscrit dans une logique de réforme profonde, dans une logique de créativité, dans une logique de réforme aussi globale, et aussi en conformité avec les avancées majeures que connaît le Maroc actuellement, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et aussi un Maroc qui connaît de plus en plus la reconnaissance des droits de l'homme, la reconnaissance du droit à la formation, à l'enseignement, et aussi bien sûr, comme a dit tout à l'heure Monsieur le procureur général et aussi Monsieur le représentant du CNDH, c'est une responsabilité partagée, et on ne peut pas programmer des programmes de réhabilitation dans les prisons sans les faire normal, sans les rendre presque dans les mêmes, sans les appliquer dans les mêmes normes que les départements concernés, programment pour les citoyens normaux. Donc, il faut que les programmes dans les prisons soient en conformité totale avec les programmes à l'extérieur. Alors, on parle de responsabilité partagée, vous martelez cet argument, on est tous d'accord là-dessus, mais la société civile, est-ce qu'elle est assez présente dans les prisons? Non, malheureusement pas, mais c'est pas de sa faute en fait. Parce que n'importe qui ne peut pas aller visiter la prison. Ce n'est que très récemment, puis la Constitution de 2011 et la création du CNDH, que nous avons commencé à avoir accès en prison. Et je dois dire qu'effectivement, avec la nouvelle direction de la délégation de l'administration pénitentiaire, les rapports sont très bons, et véritablement, on n'a jamais eu un accès aussi facile aux établissements pénitentiaires. On enregistre durant les 6 premiers mois de 2015 à peu près 100 visites des commissions régionales. Mais la société civile, c'est-à-dire les associations, n'ont pas encore cette possibilité d'aller visiter les prisons. Il y a des associations qui visitent les prisons. Peut-être. Et qui participent au programme de réhabilitation en termes d'activités culturelles. Alors justement, c'est là où je voulais en venir. Il y a à peu près 300 visites par an.
Alors, ça, à ma connaissance, là, vous an. m'apprenez quelque chose, mais ce qui est important, par exemple dans certains pays avancés comme la France, la société civile fait partie du programme de la réinsertion post-carcérale. C'est-à-dire que l'État ne peut pas tout faire. La Fondation Mohamed VI ne peut pas prendre en charge évidemment tous les détenus qui sont libérés. Et donc là, la société civile, on sensibilise la société civile. Et certaines associations sont spécialisées dans cette prise en charge, effectivement, post-carcérale. Mais malheureusement, pour le moment, même si les associations peuvent accéder à certains établissements pénitentiaires, la présence de la société civile reste très marginale. Et il est souhaitable de l'encourager. Je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à travailler, sauf que maintenant, il faut absolument que la prison devienne, comment dire, il faut la je sais pas. Pour utiliser un terme opposé, il faut judiciariser l'exécution de la sanction pénale. Il faut judiciariser, il faut qu'il y ait une présence. C'est vrai que nous avons un juge d'application des peines, mais dans la réalité, il ne joue pas le rôle que devait lui donner le code de procédure pénale. Oui, c'est très important, la judiciarisation. Nous éclaircir justement, juge d'application des peines. Voilà, il y a différents types de juges. Un juge d'application des peines, qu'est-ce qu'il est censé faire? Voilà, le juge d'application des peines, donc il se penche sur tout ce qui est sanction pénale. Donc c'est à lui donc de revoir, de rendre la procédure pénale lui permet donc d'aller rendre visite donc à tous les détenus. Ça lui permet donc de voir comment le détenu donc assume sa peine et parfois il le propose comme bénéficiaire d'une grâce. Il prépare son dossier et puis il est proposé pour la grâce royale. Avant la grâce ou la grâce royale, est-ce qu'il y a ce mécanisme de remise de peine? On entend souvent remise de peine pour bonne conduite. Est-ce que ça existe dans notre... Justement, alors c'est pour cette raison que j'ai parlé tout à l'heure de la libération conditionnelle. La libération conditionnelle, ça permet donc à la personne détenue, alors s'il présente un certain nombre de conditions, y compris son amendement, sa réinsertion, il a regretté ce qu'il a fait comme forfait, donc il peut bénéficier rapidement d'une libération conditionnelle. Mais malheureusement, même la libération conditionnelle... J'ai pas terminé. De libération conditionnelle, qui est un mécanisme aux mains du ministre de la Justice et des Libertés. Ça lui permet quand même de sortir de la prison et d'aller vivre comme tout le monde en attendant la fin de sa peine. Et s'il continue donc à vivre convenablement entre sa famille et dans la société sans aucun problème, eh bien sa peine sera automatiquement réduite. Mais justement, la libération conditionnelle, ce mécanisme qui s'inscrit dans l'individualisation de la peine au niveau de l'exécution, on constate dans l'administration que les bénéficiaires ils sont minimes. On compte à peu près 7% de bénéficiaires durant les 10 dernières années parmi les gens qui ont été proposés. Donc, ça reste sans résultat pour ces gens-là. Donc, c'est un mécanisme qui n'est pas est-ce que ça ne serait pas justement un mécanisme qui permettrait de désengorger, justement, et de mettre le focus sur l'efficacité de la prison à un moment donné? Point, si vous permettez, il y a les alternatives de peine, bien sûr, comme le travail d'intérêt général et comme les amendes journalières, etc. Mais il y a aussi l'aménagement des peines ou l'individualisation de peine au niveau de l'exécution, c'est-à-dire qu'il faut adopter des mécanismes qui permettent la libération des détenus avant de purger toute la peine. Il y a des détenus, par exemple, qui sont condamnés à 6 ans de prison et qui ont manifesté un intérêt à la formation durant les 2 premières années. Il a eu son diplôme, par exemple, en formation professionnelle et il est obligé d'attendre 4 ans pour être libéré et après d'attendre aussi 3 ans pour régler le problème du casier judiciaire. Donc je ne vois pas comment cette personne-là ne peut pas récidiver. Donc les mécanismes d'individualisation de la peine au niveau de l'exécution, c'est intéressant. Et c'est aussi un mécanisme qui peut soulager les prisons de la surpopulation, en parallèle bien sûr avec les alternatives de peine en amont, bien sûr. Ce que je disais, c'est ça la judiciarisation de l'exécution de la sanction pénale, et généralement le juge d'application des peines et certains magistrats
Ça peut être collégial aussi, parce que c'est des décisions importantes à prendre. D'ailleurs, si on a eu des problèmes au niveau de la grâce, c'est ces histoires qu'on a toutes eues, parce qu'effectivement, c'était l'administration pénitentiaire qui, pour une raison ou une autre, on n'accuse personne, mais effectivement, pour avoir l'indépendance nécessaire, il faut que ce soit un magistrat qui soit le chef d'orchestre de l'exécution de la peine. L'administration pénitentiaire collabore avec le juge de l'application, doit collaborer avec le juge d'application des peines et veiller à ce que la détention se déroule dans des conditions normales. Mais c'est pour ça qu'effectivement, on a eu ce dysfonctionnement parce que l'institution du juge d'application des peines, à mon sens, ne remplit pas véritablement sa mission comme il se doit. Et les mécanismes que la loi nous permet, aussi bien en ce qui concerne la remise de la peine que la mise en application des mesures de faveur, la permission éventuellement de sortie pour des raisons particulières, la grâce, qu'elle soit évidemment pour des raisons personnelles ou pour des raisons nationales, religieuses, etc., puissent intervenir dans de bonnes conditions. Et de ce point de vue-là, effectivement, vous avez tout à fait raison. Le juge et la judiciarisation de l'exécution de la sanction pénale me permettraient de pouvoir mettre en application déjà le dispositif prévu. Alors si vous n'avez pas cette institution est défaillante, il serait extrêmement difficile de pouvoir mettre en application des mesures. Donc ce qui fait que le problème s'aggrave encore. Et les peines mixtes, alors ça existe dans d'autres pays où il y a des détenus qui peuvent sortir la journée, soit s'ils trouvent un travail, soit pour essayer de trouver... Non mais je pose la question. Non, voilà, et qui reviennent dormir en prison. Est-ce que ça, ce sont des choses qui sont imaginables? Mais il faut y penser, bien sûr. Il faut y penser le système de semi-liberté dans les prisons. Ce sont des choses qui fonctionnent à l'international, il y a des exemples que oui. Bien sûr. Il y a des détenus qui passent la journée à l'extérieur de prison, dans des activités, travail par exemple, formation, etc., et qui passent la nuit dans les prisons. Ça permet bien sûr à l'administration pénitentiaire d'optimiser les moyens en termes de ressources humaines, en termes d'infrastructures et de logistique, au profit des détenus qui sont dans les prisons. Donc c'est un mécanisme aussi qui est très efficace. Bien sûr. Ça permet aux détenus de rester, de travailler, de continuer à avoir... Mais de toute façon, c'est une institution qui n'est pas pratiquée dans notre droit pénal. Espérons que ça viendra un jour, quand les conditions, bien sûr, seront réunies. On ne peut pas aller plus vite. Si vous me permettez, sur le sujet des mécanismes les mécanismes d'individualisation de la peine au niveau de l'exécution, je tiens à signaler, monsieur le procureur va le confirmer, que le projet de code de la procédure pénale prévoit les réductions de peine. Oui. Et c'est un mécanisme, bien sûr, qui va permettre de soulager un peu les prisons en termes de surpopulation. Et je pense qu'il a été confié au juge d'application de peine de gérer ces réductions de peine dans les prisons. Justement, voilà. Effectivement, j'appuie ce que vient de dire mon collègue. Le code de procédure pénale, pour être précis, l'avant-projet de code de procédure pénale, qui peut-être suivra, Inch'Allah, son cours normal, connaît ce mécanisme et qui permet, comme tous les moyens, donc, de réduire un peu, de soulager un peu la surpopulation. Alors justement, je pense que j'aurai l'occasion de revoir brièvement sur certains mécanismes prévus par ce code de procédure pénale qui vont justement aller dans ce sens, donc dans l'assouplissement des prisons au Maroc. Alors si vous me permettez, je peux le faire maintenant même. Qu'est-ce qui va assouplir justement et qu'est-ce qui permettra de faire rentrer moins de monde en prison? Parce qu'en gros, c'est la grande question. Voilà, justement. Alors, dans le cadre de ce projet, il y a des innovations très importantes qui ne peuvent être que bénéfiques donc aux établissements pénitentiaires nationaux. Alors, d'abord sur le plan de détention au niveau du procureur du roi. Alors, je ne peux pas vous dire l'article parce que ce n'est pas encore officiel, mais je peux dire ceci, c'est que le procureur du roi, en dehors des flagrants délits, avant, il peut décerner une détention comme il le veut. Bon, comme il le veut, entre guillemets. Oui. Dans le code de projet, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire en dehors des délits flagrants que si des conditions soient réunies. Par exemple, dans les conditions suivantes. Alors, si le prévenu reconnaît des faits constitutifs de l'infraction d'une peine d'emprisonnement ou s'il existe des traces graves d'avoir commis ou participé à l'infraction ou présente des garanties de non-représentation. Alors, le deuxième cas où il peut... On ne présente aucune garantie de non-représentation. Alors, deuxième cas, s'il constitue un danger
pour les citoyens. Troisième cas, lorsqu'il s'agit de faits dangereux. Alors il n'y a pas de flagrant délit, mais il s'agit donc de faits dangereux. Alors il y a aussi un autre point, si l'instrument utilisé dans la commission de l'infraction est dangereux. Alors dans ces cas, oui, le procureur du roi peut décerner quand même un mandat de dépôt. En dehors de ces cas, elle ne peut pas le faire. Alors actuellement, elle peut le faire. Alors c'est déjà un pas en avance. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus général. Voilà, il n'y avait pas de conditions. Oui, oui. Donc ça limite la mise en détention préventive. Ah oui, c'est intéressant. Alors pour la garde à vue aussi. Alors la garde à vue, dans le code de procédure en vigueur actuellement, donc l'officier de police judiciaire, en cas de flagrant, il peut facilement déplacer une personne en garde à vue. Alors dans le code de procédure, dans le projet de code de procédure pénale, il ne peut pas le faire d'une manière spontanée. Il doit quand même se soumettre à un certain nombre de conditions. Je peux citer par exemple, alors la garde à vue, d'abord c'est une mesure exceptionnelle. Ensuite, il ne peut être ordonné. Ça peut durer combien de temps? Alors la garde à vue, donc s'il s'agit de délit, c'est 48 heures avec une prolongation de 24 heures. S'il s'agit donc d'un crime d'atteinte à la sûreté intérieure extérieure de l'État, c'est 96 heures susceptibles de prolongation de 96 heures, une seule fois. S'il s'agit de terrorisme, c'est 96 heures susceptibles de 2 fois 96 heures. Alors, je reviens à la garde à vue. Donc, la garde à vue, elle-même, la garde à vue, donc, est réglementée scrupuleusement. L'officier de police judiciaire ne peut pas en faire autre chose. Alors, d'abord, va la première question. S'il s'agit de conserver des preuves, on craint que les preuves ou les indices vont disparaître. Oui, forcément. Alors, donc, c'est le... Alors ça, c'est tout le processus avant même que on arrive à la question de la détention. Alors bon, parce que bon, c'est assez long, on n'aura pas le temps de tous les détailler. Mais j'ai donné un exemple. Alors on a bien compris l'esprit aujourd'hui qui animait cette réforme-là. Je vais vous poser une question qui est quand même assez importante. Les gens ont peur de la prison, ce qui est tout à fait normal, c'est dans toutes les sociétés du monde, mais après, ça dépend aussi de la violence qu'il y a dans le système carcéral. Est-ce qu'on a des prisons violentes? Est-ce que les prisons marocaines sont violentes? Est-ce qu'on a des indicateurs? Est-ce qu'on entend dans l'imaginaire telle ou telle prison présente des caractères violents? Est-ce qu'on a des indicateurs à ce niveau-là? Je poserai la question à tous les deux. Les indicateurs précis et objectifs, c'est dur de les avoir. C'est dur et difficile de les avoir. Maintenant, on peut se contenter des témoignages de personnes qui ont fait la prison et aussi de certaines personnes qui peuvent éventuellement visiter la prison, des témoignages d'avocats et aussi de rapports, notamment notre rapport fait par le Conseil national. Donc la prison, jusqu'à une certaine période, était violente par le comportement de l'administration pénitentiaire. On exerce le tout sécuritaire dans la prison. Il n'y avait que ce souci. Heureusement, les choses sont en train d'évoluer et je vous l'avais dit, depuis que les commissions régionales commencent à visiter les prisons, on est informé sur la situation des prisonniers, etc. Et quand il y a un doute, quand il y a un problème, il y a eu des décès qui se sont avérés, qui sont naturels, donc on se pose et on nous répond. Donc ça, c'est déjà un très grand progrès. Quand vous avez une surpopulation carcérale telle que celle que connaît notre prison, comment voulez-vous que l'administration pénitentiaire puisse assurer l'ordre entre les prisonniers, et notamment les prisonniers fragiles dont j'ai parlé tout à l'heure, et notamment la nuit. Donc, il est extrêmement difficile, effectivement, de pouvoir assurer la sécurité. Oui, de ce point de vue-là, effectivement, on peut dire que les prisons marocaines, ne serait-ce que par la surpopulation en elle-même, est une violence, à mon sens. Effectivement, quand quelqu'un ne peut pas disposer des règles minima qui lui sont reconnues en tant qu'être humain, c'est une violence inouïe. Donc, de ce point de vue-là, oui, effectivement, nos prisons ne peuvent être que violentes à l'égard des détenus. Oui, on enregistre dans l'administration pénitentiaire quelques cas de violence entre détenus, des détenus contre le personnel. Et je pense que les visites qu'effectue le CNDH, c'est l'un des mécanismes qui garantissent les droits et le contrôle des prisons. Je peux aussi citer aussi que les détenus, ils ont la possibilité de présenter leurs doléances, leurs plaintes au cours des visites des autorités judiciaires, des commissions régionales du CNDH. Il y a aussi les commissions provinciales de contrôle qui sont stipulées par le Code de la procédure pénale, et aussi les inspections que fait l'administration pénitentiaire régulièrement, parfois inopinées,
et sur la base aussi des plaintes des détenus et des recommandations ou des doléances qui sont parvenues de la part du CNDH. Il y a aussi un truc qui est très important et que l'administration a envisagé de réaliser cette année, c'est qu'il y a un projet entre la délégation générale et l'Agence nationale de lutte contre l'alphabétisme. L'analphabétisme, oui, qui consiste à produire un CD audiovisuel qui sensibilise les détenus sur leurs droits et leurs obligations dans les prisons. Il est en phase d'exécution, en phase finale. Et c'est un CD qui va permettre, surtout aux détenus analphabètes, d'être sensibilisés sur leurs droits et leurs obligations, et aussi toute la population. En parallèle, l'administration prépare actuellement, ils sont en train de préparer un guide à l'usage des détenus en matière de droits et d'obligations en 5 langues, en français, en anglais, espagnol, en français et en amazigh aussi, et tout ça pour bien sûr informer, arabe, bien sûr. Oui bien sûr, en arabe bien sûr, et tout ça pour informer les détenus de leurs droits et de leurs obligations. Et c'est un truc qui est très important parce que ils permettent aux détenus à la démission de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire, et aussi ses droits. Il peut réclamer par conséquent, il peut réclamer s'il y a entrave à ses droits dans la prison. Alors, monsieur le procureur, oui, alors très rapidement. Très important, ça se sent en réalité, enfin, le prolongement des recommandations du Conseil national des droits de l'homme qui avait dit qu'effectivement, qu'il fallait absolument expliquer clairement aux détenus leurs droits et leurs obligations. Maintenant, je ne sais pas, je vous pose la question, est-ce qu'on a prévu la possibilité pour les sourds-muets, il y a des gens qui ne comprennent rien à rien au sein de la prison, c'est une population extrêmement fragile, et les handicapés physiques, là aussi, parce qu'au niveau de comment on appelle ça, l'accès facile, l'accessibilité. Vous savez que dernièrement, conjointement avec CNDH, il y a eu un communiqué de presse concernant l'intérêt que porte l'administration et le CNDH sur la situation des handicapés. Il y a eu une circulaire qui a été dressée aux établissements pénitentiaires dans ce sens pour pouvoir un peu adapter l'infrastructure des prisons en termes de logistique aussi, et pour sensibiliser le personnel et les détenus sur la situation de ces détenus. Mais j'aimerais bien aussi enchaîner sur un point qui est très important. Très rapidement, parce qu'on est aux dernières minutes de l'émission. Il y a aussi le côté ressources humaines et personnel. Il faut sensibiliser le personnel sur la question des droits de l'homme et les droits des détenus. De ce sens, l'administration, la délégation générale, récemment, en collaboration avec l'UR, ils ont mis en place un exécutif master en sciences, administration et gestion pénitentiaire, et dont bénéficiera, je pense, à peu près 300 fonctionnaires de cadre de l'administration pénitentiaire, et c'est très important en matière de management et en matière de gestion d'établissement. Il y a aussi un projet en cours avec l'Université Mohamed V, un centre de recherche sociologique carcérale qui va qui verra naissance dans les premiers mois qui viennent. C'est un centre et un master aussi en sciences carcérales au profit du personnel de l'administration. Ce sont des actions qui mettent en relief l'importance de la formation pour l'administration, la formation du personnel en parallèle avec les dispositifs de sensibilisation sur les droits des détenus. Alors, monsieur le procureur, ça sera le dernier mot parce qu'il nous reste 30 secondes. Bon, vous êtes un optimiste. Je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que, non mais sérieusement, vous qui utilisez, qui voyez tout ça, en plus vous nous dites ce genre de délit, j'imagine ce que c'est que d'être dans ce milieu et d'avoir à prendre des décisions qui sont parfois dures, d'avoir des réquisitoires qui sont parfois durs. Oui. Vous pensez que dans les années à venir, vous aurez à faire moins appel à la prison et que la prison sera plus efficace? Oui, moins. Moi, donc, je suis optimiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les choses déjà commencent à bouger. Les choses vont d'abord dans la bonne voie. Alors, si vous me permettez, j'ai quand même un mot à dire sur la question que vous avez évoquée, à savoir la violence dans les prisons. Alors j'ai une expérience... Alors très rapidement, parce que vraiment, il faut qu'on en entende. À Kinitra, j'ai fait une expérience qui a donné de bons résultats. D'une part, les bons rapports entre le ministère public et l'administration pénitentiaire. Il y a toujours un substitut du procureur général du roi qui côtoie quotidiennement ces prisonniers. Je termine par cela. Alors, tant qu'on écoute convenablement les détenus, on a toujours des solutions. Exactement. Mais quand on néglige leurs doléances, on aura toujours des problèmes. On l'a bien compris. Merci. Non, merci pour vous que je rentre d'antenne. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Pour mieux, oui, c'est déjà terminé, vous voyez. On peut pas reconduire la garde à vue ici. Alors, je vous garde pas plus longtemps. Excellente soirée sur Média TV et la rediffusion à 22h40, comme tous les soirs.